Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Allez faire un tour là-bas aussi. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour, bonjour, bonjour la famille DMG. Bonjour à la grande famille DMG. Comment vous allez? Moi je vais bien. Ce matin j'ai encore une histoire pour sensibiliser. Et vraiment, cette histoire-là, c'est mon père qui m'a raconté. Il dit que c'était l'histoire de son oncle. Il dit que son oncle était un grand chasseur. En tout cas, c'était un homme respecté. Vraiment, que son oncle, tellement il se faisait respecter qu'il n'était pas dans les petites histoires du village. En tout cas, il ne cherchait pas de problème à quelqu'un. Tellement lui-même, il respectait les gens. Donc cela faisait que lui aussi, il était respecté. En tout cas, il était un grand chasseur. Vous savez, les grands chasseurs là, les grands chasseurs, beaucoup sont spirituels. Que son oncle était beaucoup spirituel. Et il connaissait beaucoup les plantes. Il connaissait les plantes, il connaissait vraiment les médicaments. Il soignait souvent les gens. En tout cas, que son oncle était vraiment un exemple. Et comme ça, son oncle il avait sa femme. Et cette femme-là, elle n'était pas simple. Elle n'était pas simple. Mais néanmoins, son mari lui disait que ce que tu es dedans là, il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans parce que ce que tu es en train de faire là, si tu restes dedans, un jour tu risques d'avoir des problèmes. Il faut quitter dedans. Mais la bonne dame, comme c'était, elle a reçu ça de sa famille. Elle est venue de sa famille avec ça. Elle était sorcière. Et donc, mon papa dit que son oncle dit que c'était là un jour que l'oncle est parti à la chasse. En fait, l'oncle, il avait remarqué quelque part en brousse là-bas, comment on appelle, les traces de passage des gibiers là. Les gibiers avaient l'habitude de passer dans un endroit là. Il avait les gazelles là, il avait remarqué les traces de leurs sabots là. Donc, un jour, la nuit, il allait monter la garde là-bas. Comme quoi, s'il pouvait avoir quoi. Il allait monter la garde là-bas. Vous savez, les chasseurs, souvent, quand ils sont en brousse la nuit, souvent, ils se confondent même. Ils se confondent même aux arbres. Ils se confondent même aux herbes. Ils se confondent en tout. Ils se confondent en tout. Souvent, ils sont même invisibles. Et donc, il était caché quelque part, en train d'espionner les animaux, voir à quel moment les animaux là vont passer. Et à côté de lui, il y avait un gros arbre. Un gros arbre même. Et l'arbre était tellement gros que les racines là, entre les racines là, il y avait des grands espaces même. Quelqu'un même pouvait rentrer pour se cacher. Et donc, l'oncle il était caché et il entend la voix de quelqu'un qui est en train de ordonner à sa peau de quitter. C'est-à-dire,
En fait, c'était une sorcière qui est venue, qui disait à sa peau que ma peau quitte, ma peau quitte, quitte. Et la peau quitte et elle prend l'apparence, c'est-à-dire elle, son apparence là, elle enlève, elle dépose là et elle prend l'apparence de quelqu'un d'autre pour aller faire la sorcellerie. Et c'est depuis ce jour-là, moi j'ai compris que quand on dit quelqu'un, on prend le visage de quelqu'un pour aller faire la sorcellerie là, c'est pas faux. Vous voyez? C'est-à-dire, l'oncle dit que, mon papa dit que son oncle dit que en fait, la personne qui parlait ordonnait à lui son apparence de quitter. C'est-à-dire, il enlevait comme un vêtement, il cachait là dans le creux des racines de l'arbre là, et puis il prend l'apparence de quelqu'un d'autre pour aller faire la sorcellerie. Donc, le chasseur, l'oncle de mon père, qui est chasseur, était caché. Et il a entendu ça. Donc, il n'a rien dit. Il est allé à la maison. Le chasseur est parti à la maison. Et quand il est parti, il a pilé du piment sec. Il a pilé du piment. Il a fait la poudre de piment là bien. Et il est retourné encore au même endroit la nuit. Et ce jour-là, cette personne-là est venue encore. Il a ordonné à son apparence, c'est-à-dire le vêtement, son corps là, sa peau là, il a ordonné que de quitter. Et quand il s'est quitté, il a prié, puis il a déposé, et puis il a pris l'apparence de quelqu'un d'autre, puis il allait faire la sorcellerie. Et c'est là l'oncle maintenant qui était caché, il a pris la peau là, il a mis poudre de piment dedans. Ah, tout est spirituel, hein? L'oncle aussi est spirituel. Donc, l'oncle, lui, voyait ce que la personne a déposé pour partir. Donc, il a pris ça, il a imbibé du piment dedans, poudre de piment, il a imbibé ça dedans bien. Puis il a déposé. Puis il est rentré chez lui. Et donc, jusqu'à un matin, il dit se réveille. L'oncle dit se réveille, il ne voit pas sa femme. Il ne voit pas sa femme. Bon, pour lui, sa femme était partie à la rivière. Bon, comme les dames au village, très tôt, elles sortent, elles vont à la rivière, laver les assiettes, ou bien soit faire la lessive, ou bien transporter l'eau, venir faire les réserves dans la maison. Il pense que c'était un truc comme ça. Jusqu'à 8h, 9h, il ne voit pas sa femme. Et donc, comme ça, il dit que au moment où l'oncle veut rentrer dans la maison, il constate qu'il y a quelqu'un. Quand il a poussé la porte de la maison comme ça, il constate qu'il y a quelqu'un qui est coincé derrière la porte là. Qui est coincé derrière la porte. Et puis, il dit, mais qui est derrière la porte? Et la dame répond, c'est moi. Il dit, mais tu fais quoi derrière la porte? Elle est là, elle ne peut pas parler. Son mari lui demande, mais tu fais quoi derrière la porte? Bon, on va nommer l'oncle de mon papa là, Joseph. Joseph demande à sa femme, mais tu fais quoi derrière la porte? Elle dit, non, je n'arrive plus à reporter ma peau. Il dit, mais tu n'arrives pas à reporter ta peau comment? Elle dit, non, que je suis sortie la nuit et au moment où je reviens, là où j'ai laissé ma peau là, je constate que quelqu'un a mis du piment dedans. C'est ça, son mari maintenant, Joseph dit à sa femme, ah, donc c'est toi que j'entendais dans le creux de l'arbre là-bas en train de dire, ordonner à ta peau de quitter. Et puis, donc c'était toi. Elle dit, oui, c'est moi. C'est ça, Joseph a dit à sa femme, que moi, il y a longtemps, je t'ai dit qu'il faut quitter dans ça là. Il y a longtemps, je t'ai dit de quitter dedans. Et mais comme tu ne m'as pas écouté, sinon moi, je ne savais pas que c'était toi. Hein. Je ne savais pas que c'était toi. Sinon, j'ai entendu quelqu'un en train de ordonner à sa peau de quitter. Mais je n'ai pas pensé que c'était toi. Voilà. Mais puisque ça a été toujours ton souhait de faire la sorcellerie, donc pour là, tu vas porter ça. Elle dit, quand je porte là, ça me brûle. Il y a du piment dedans. Joseph dit, tu dis quoi? Qu'il ne faut pas mon idée. Que dans ce village, demain, les gens me respectent là. Que toi, tu as choisi d'être sorcière, il faut assumer. Pour ça là, tu vas porter. Tu vas porter ça. La dame maintenant pleurait. Elle dit à son mari, aide-moi. Il dit quoi? Moi t'aider dans la sorcellerie? Que je ne peux pas. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider à être sorcière. Je ne peux pas. Et donc, voilà maintenant la dame. Comment elle va faire? Comment elle va faire?
Elle était obligée de porter sa peau là. Elle l'a portée. Et elle est allée se coucher dans le lit. Son mari aussi a fermé la porte sur elle. Puis elle est sortie, aller s'asseoir avec ses amis au milieu du village. Elle est en train de boire du bangui. Et jusqu'au soir, il vient et constate que sa femme est morte. Et l'histoire, ça là, il n'a pas rendu ça public, hein. Il n'a pas rendu ça public parce que vraiment c'était honteux et choquant. Donc il n'a pas rendu ça public. Mais c'est à lui, sa famille, hein. Joseph a tenu à expliquer ça à sa famille pour qu'on sache ce qui a tué sa femme. Parce que la dame, elle n'a pas été malade. On l'a vu hier. Hein? On l'a vu hier. Et tout d'un coup, on se lève le matin, on ne la voit pas. Jusqu'au soir, on la trouve morte dans son lit. Vous voyez? Et c'est pour cela, souvent, on voit certaines personnes. Hein? On voit certaines personnes. On dit, on l'a vu hier. On l'a vu, mais il était là hier. On a causé hier. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on nous annonce qu'il est mort? Lui seul, il sait ce qui s'est passé. Lui seul, il sait. Souvent, il y a certains, peut-être qui piquent des crises, ou bien certains qui piquent des malaises dans leur sommeil. Vous voyez qu'ils meurent. Mais il y a beaucoup aussi qui meurent par cette même manière, comment la femme de Joseph est morte. Vous voyez? Donc, la sorcellerie, là. Ceux qui disent que la sorcellerie n'existe pas, là. La sorcellerie existe même. Puis c'est fort même. Voilà. Donc, c'était là mon histoire. Et vraiment, merci et à bientôt pour d'autres histoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG et bonjour à toute la communauté. Je savais pas qu'on reconnaissait les gens ici rien qu'avec la voix. Parce qu'il y a un ami qui m'a appelé là pour me dire je t'ai écouté à DMG, je suis sûre que c'était toi. Et effectivement, quand il a raconté l'histoire, c'était bien moi. Donc moi, je savais pas qu'on reconnaissait les gens juste à travers la voix. Vu que je ne donne jamais mon prénom. En fait. Bref, ce matin, j'ai deux petites histoires à nous raconter, à vous raconter. Bon, la première histoire, c'est une histoire qui m'a été racontée par une amie très proche et l'histoire a été vécue par sa maman. Donc sa maman s'est levée un matin et elle s'est rendue au marché pour faire ses achats. C'est donc comme ça elle a fini de faire ses achats en rentrant maintenant. Elle a vu un jeune homme qui vendait des tissus. Vous voyez un peu de tissus de deuil là, il y en a qui portent les tissus là, qui marchent avec ça en gros comme ça, des gens qui marchent avec des serviettes. Il y a beaucoup de marchands ambulants dans la ville de Douala surtout. C'est donc comme ça qu'elle a interpellé un jeune homme. Elle était donc en train de regarder des tissus. Elle est donc tombée sur deux tissus qui l'ont vraiment intéressée. Elle a donc dit qu'elle veut prendre les deux tissus à 2500. Le jeune homme a dit non, les tissus, si elle veut prendre deux, elle va prendre ça à 3000. Elle a dit non, elle veut deux tissus à 2500. Du moins, un peu, ils sont mis à discuter, quoi. Bon, le jeune homme a commencé à emballer le tissu. Il a mis dans le plastique. C'est comme ça qu'il remet à la dame. Elle était là, elle faisait que dire 2500. Donc elle savait que non, il était comme ça. Le jeune homme avait déjà validé ses 2500, quoi. C'est comme ça, elle a donc donné 3000. Parce qu'elle avait 500, elle devait prendre la moto pour rentrer. Elle donne 3000, le jeune homme est en poche et commence à emballer ses choses pour partir. La maman dit, mais je t'ai dit, j'avais 2500 sur les deux tissus. Moi, je vois, tu emballes tes choses, tu ne me rembourses pas. Qu'est-ce qui se passe? Le jeune homme dit, maman, je t'ai dit que mes tissus, c'est 2 à 3000. Je ne peux pas te vendre deux tissus à 2500. La maman dit, mais je t'ai jamais dit que j'avais 3000. Je t'ai dit, j'ai 2500. Alors, rembourse-moi mes 500. Parce que c'est avec les 500 là que je vais prendre la moto. Comme tu me vois là, je n'ai plus rien et je vis très loin d'ici. Donc, j'ai besoin de 500 pour prendre la moto. Le jeune homme dit, maman, je n'ai plus cet argent là. Même si tu me tapes ici, l'argent ne doit plus sortir. Je n'ai plus cet argent. La mère est donc dépassée. Tu n'as plus l'argent comment? Donne-moi donc l'argent, donne-moi donc 1000 francs. Je vais aller à côté parce que c'était au marché. Je vais essayer de voir si je peux faire la monnaie si toi-même tu ne peux pas le faire.
Il dit non, non, maman, je dis que je n'ai plus l'argent là sur moi. Donc même si tu me tapes même, l'argent ne pourra pas sortir parce que je n'ai plus l'argent sur moi. Ah. La mère là, elle est terrifiée. Comment je viens de remettre 3000 à un enfant, 3 billets de 1000 francs? Je dis ok, même si tu ne peux pas aller faire la monnaie, donne-moi 1000 francs. Je vais aller changer et je vais venir te donner 500. Tu me dis que tu n'as plus l'argent. Comment? Fouille ton sac, je viens de te donner l'argent, tu as mis dans ton sac. Et c'était donc comme ça. Il y avait donc un jeune homme ou un monsieur qui observait la scène depuis quelques minutes. Le jeune homme donc s'approche et demande à la maman ce qui se passe. La maman a expliqué qu'il est comme ça, tu vois, je viens de prendre un truc. Elle a expliqué ce qui s'est passé. Le jeune homme appelle donc la maman à côté et dit à la maman que même si tu le blesses là maintenant, l'argent là ne pourra plus sortir parce que l'argent est déjà parti. La mère est terrifiée. L'argent est parti où, en fait? Je ne comprends pas. Le monsieur dit que non, ces gens que tu vois là, la plupart des personnes, ce sont des personnes qu'on les a vendues, ce sont des morts vivants et tout ce qui va avec. Ah. La mère est dépassée. La mère dit que oh, c'est comme ça que le monsieur dit que comme tu les vois comme ça, quand ils travaillent, quand l'argent entre dans leur sac là, ça a déjà disparu parce que ça rentre. Comme ce sont des morts vivants, là, ils travaillent pour les gens et tout. Donc, quand ils mettent l'argent dans le sac, là, ça disparaît directement. Donc, même si tu fouilles tout son sac, là, même 5 francs, tu ne vas plus voir. Ha! La mère a dit malchance. Elle était scandalisée. Donc, c'est comme ça que le monsieur expliquait donc à la maman là que la plupart des personnes qui vendent des trucs ambulants et tout ce qui va avec, ils portent des grosses charges pour marcher avec là. Ce sont pour la plupart, je ne vais pas dire tout le monde, pour la plupart, ce sont des morts vivants. Parce qu'ils sont là seulement pour travailler. Parce que quand tu meurs, tu pars travailler, ils sont seulement là pour travailler. Et généralement, quand l'argent entre dans la poche ou bien dans le sac, directement ça part. Ça n'est plus là. Donc, le monsieur a juste demandé à la maman de laisser le jeune homme partir. Parce que même si c'est n'importe comment, l'argent ne peut plus sortir. Et c'est donc comme ça qu'elle a même remis tout ce qu'elle avait déjà pris là, dans la panique et tout ce qui va avec. Donc, voilà, c'était un peu ça. Donc, voilà, j'allais encore dire quoi là? C'était un peu ça, oui. Voilà. Aussi, moi je vais pas dire que moi j'ai pas encore vécu un truc comme ça, mais je sais pas trop si quelqu'un ici a déjà eu à vivre un truc comme ça. Moi je ne savais pas. Et depuis ce jour, honnêtement, moi j'ai vraiment très peur d'interpeller ces gens-là parce que bon, je me dis, ah, tout cela ce sont des morts vivants et peut-être que ton agent disparaît comme ça. Est-ce que ça arrive là-bas, il travaille avec pour te faire du mal et tout ce qui va avec? Donc, je ne sais pas trop, la moralité, chacun tirera sa part. Mais si quelqu'un a aussi vécu d'autres expériences comme ça, qu'il la partage avec nous. Parce que cette histoire m'a terrifiée, même comme je n'ai pas vécu. Et je sens que la maman là a vraiment été terrifiée, telle que sa fille me racontait. Elle a eu très très peur. Voilà. Donc, c'est tout pour l'histoire. Pour l'histoire. Bon, la deuxième histoire, je ne sais pas si au début j'ai dit que j'avais 2 histoires à raconter, mais bon. La deuxième histoire, c'est une histoire, c'est l'histoire d'une jeune dame. Une jeune dame mariée depuis plus de 20 ans. Et durant ces 20 ans de mariage, donc, elle a eu 4 enfants avec son mari. Bon, après ces 4 enfants, elle s'est donc rendue compte récemment, je pense qu'il y a cela peut-être 2 ans, durant les 20 ans de mariage, elle s'est rendue compte il y a cela peut-être 20 ans que son mari était en train de la tromper, quoi. Son mari était en train de la tromper. Au départ, elle supportait, mais au fur et à mesure, c'était pire. Vraiment, elle n'en pouvait plus. C'est donc comme ça qu'elle allait voir sa meilleure camarade, sa bestie, comme on dit souvent chez nous. Elle est donc allée voir sa bestie pour parler de ça à sa bestie et aussi avoir le point de vue de sa bestie. Sa bestie a donc dit non, ma puce, ne t'inquiète pas, j'ai mon marabout là. Il règle tout type de problème. Donc ça c'est un petit problème, t'inquiète pas, on va aller voir mon marabout et puis il trouvera la solution, quoi. C'est donc comme ça, les
Les deux besties sont allées chez le marabout. La dame qui avait les problèmes a expliqué ce qui se passait au marabout. Le marabout a dit non, il n'y a pas de problème. Ici, quand on entre, on a toujours la solution en ressortant. Et le marabout a donc confirmé qu'effectivement, son mari a, les, a des copines dehors, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vrai, ton mari te trompe et tout ce qui va avec. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Elle dit qu'elle aimerait que son mari revienne à la maison. Elle ne veut plus que son mari couche avec les femmes dehors, que son mari soit seulement pour elle. Et tout ce qui va avec, tout ce que vous pouvez savoir, quoi. Le marabout dit non, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais coucher avec toi et je vais laisser quelque chose dans ton vagin. Quand ton mari fera l'amour avec toi, il ne pourra plus jamais coucher avec une autre femme dehors parce qu'à l'extérieur, là, son sexe ne va plus se lever. Donc, tu seras son unique femme. Est-ce que ça t'arrange? Elle a dit oui, il n'y a pas de problème. Même pas dit qu'elle va rentrer réfléchir et tout et tout. Et oh, là. Elle dit non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ils ont donc fixé un rendez-vous. Elle dit que le marabout a couché avec elle 3 fois cette semaine-là. La semaine qui suivait, ils ont fait l'amour 3 fois. Et le marabout lui a aussi remis une potion qu'elle devait de temps en temps mettre dans la nourriture de son mari. Elle dit au départ, les premières années là, tout se passait bien et tout. Elle sentait que non, son mari était tout le temps à la maison parce qu'avant là, il était toujours dehors. C'était des excuses sur excuses. Mais il est redevenu comme au départ, au début de leur mariage, quoi. Elle sentait que non, son mari n'était plus qu'à elle, qu'il n'était que deux, quoi. Ils vivaient leur parfait amour. Sauf qu'il y a de cela quelque temps maintenant, même avec elle, son mari ne se levait plus. Donc il est comme ça. Elle dit qu'elle a constaté depuis ou c'est 3 ou c'est 4 mois, son mari ne se lève plus. Elle a déjà tout fait, toutes les positions, tout ce qu'il faut faire pour faire lever le sexe d'un homme. Rien n'a marché. C'est comme ça qu'elle est donc rentrée voir le marabout. Le marabout a dit, moi j'avais demandé de mettre une goutte, ou c'était une goutte, ou c'est combien de gouttes de potion dans sa nourriture chaque soir. Toi, pour accélérer, parce que tu voulais le résultat maximal, tu es allé faire le surdosage. Et c'est donc comme ça que, voilà, même la potion n'a plus eu effet. Parce que même sur toi, tellement c'était surdosé que, voilà, même sur toi, ça ne pouvait plus donner, quoi. C'est le surdosage qui a causé ça. Il ne pourra plus se lever. Il n'y a plus rien à faire. Donc, vas-y chercher ta solution ailleurs parce qu'ici, tu n'auras plus de solution. Ouais, elle dit, c'est comme ça. Depuis, ça fait déjà 8 mois que son mari ne l'a plus touché. Son mari ne se lève plus et elle ne sait pas quoi faire. Donc, c'est une dame qui était à la recherche de solutions et tout. Bon, moi, je ne sais pas trop si quelqu'un peut l'aider. Oh. Mais bon, oh, les femmes avaient le gros cœur. Tu as ton mari. Il prend soin de toi, il fait tout. Si il n'amène pas ses petites dans ta maison, en tout cas c'est mon point de vue, pardon, ne me jugez pas vraiment pour moi. S'il n'amène pas ces petites là dans ta maison pour te troubler, tout ce qui va avec maman, reste-toi tranquille dans ton coin. S'il rationne tous les jours, il prend soin de tes enfants. Même s'il rentre tard, il fait quand même l'effort de rentrer, maman. Prie seulement, prie pour lui. Prie que Dieu touche son cœur afin qu'il puisse changer. Parce que les histoires de marabout, la maman, on n'a pas toujours la solution là-bas. Voilà, finalement, son propre sort s'est retourné contre elle. Parce qu'avec elle, son mari n'arrive même plus à se lever. Et son mari ne sait même pas que c'est elle qui est au courant de tout ça. Donc, en tout cas, c'était tout pour mes 2 petites histoires de ce matin. Chacun tirera sa morale, voilà. Merci DMG, merci à toute la communauté. À la prochaine pour d'autres histoires. Voilà. Merci d'avoir posté d'autres enregistrements. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 3e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la famille DMG. Je viens ce soir vous raconter une histoire que j'ai vécue
le 31 décembre 2004. Mon fiancé et moi, on a décidé d'aller en boîte de nuit. Et on est arrivé là-bas. On s'est installé sur les poufs qu'il y a au niveau des boîtes là. Il n'y avait pas assez de monde. Il n'y avait pas assez de monde et il y avait en face des poufs là, il y avait un grand miroir qui nous faisait face. Donc je me suis levée, je suis allée danser devant la glace. Et à un moment donné, quand je suis allée m'asseoir, il y avait une jeune dame qui pouvait faire facilement 1m60 et un monsieur, elle est rentrée avec un monsieur qui faisait pratiquement 1m90, 1m92 par là. Il était en costume noir et elle était juste dans une culotte jean et puis un haut en foulard simple. Donc ils sont venus s'asseoir à côté de nous. Et quand ils se sont assis, moi je me suis levée, je suis allée danser. Bon, la lumière dans la boîte n'était pas trop tamisée, donc on pouvait voir un peu ce qui s'y passait. Donc je danse, je remarque que quand je me retourne, je vois que la fille, la jeune dame là, est venue derrière moi, elle est en train de danser aussi, mais juste derrière au niveau de mon épaule, gauche. Elle danse, on danse. Je regarde dans la glace, je ne la vois pas. Je continue de danser, j'essaie de me retourner légèrement pour voir si elle est partie puisque je ne l'aperçois plus. Je ne la vois toujours pas dans la glace, pourtant elle est à côté de moi, juste derrière moi, juste à côté en train de danser. J'ai laissé passer 5 minutes comme ça, je l'ai laissé là-bas puis je suis venue m'asseoir. J'ai expliqué ça à mon fiancé à l'oreille. Il m'a dit également que pendant que j'étais en train de danser là-bas, lui, il s'était levé et le monsieur avec lequel elle est arrivée, il est venu devant lui. Et quand il a ouvert sa veste, il y a un cafard qui est sorti de sa veste, c'est tombé sur son cou, sur le cou de mon fiancé là. Donc ça fait que automatiquement, il se sentait pas bien. Donc il m'a dit, il faudrait qu'on rentre parce que il commence à faire la fièvre, il se sent pas bien. Donc on est sorti. En partant, juste dans le couloir de toujours la boîte, en partant, je me suis retournée pour regarder. J'ai vu que et la dame et le monsieur, ils se sont arrêtés juste en train de nous regarder partir. Comme si ils nous attendaient, ou bien c'était par rapport à nous, ils étaient venus, ils sont arrêtés, puis ils étaient en train de nous regarder. Donc on est monté rapidement dans la voiture et puis on est retourné. Donc arrivé là-bas, il a fait la fièvre et avec les prières, tout ça, le matin, c'est passé. Donc c'est un peu notre mésaventure et ce que je tenais à donner comme conseil. Au vu de tout ça là, je pense que pendant les fêtes de fin d'année, c'est mieux de rester à la maison avec les enfants, organiser un truc en famille. En tout cas, ça m'a traumatisé. Depuis ce jour-là, les histoires de boîte de nuit là, j'ai arrêté. Merci de m'avoir écouté. Likez, partagez et abonnez-vous massivement. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. DMG, bonjour. La communauté DMG, je vous salue. Je vais aujourd'hui vous raconter une histoire qui est arrivée à ma cousine, que j'ai vécue tout au long du processus jusqu'à la fin tragique. Je commence. J'avais une cousine, je dis j'avais parce que paix à son âme, elle a quitté cette terre. J'avais une cousine qui, nous étions des jeunes filles, elle a rencontré un monsieur, j'ai rencontré un monsieur parce que
je ne m'en vante pas, je ne suis pas fière de cela, mais pendant toute ma jeunesse, j'ai toujours été la chisa de quelqu'un. Donc, quand les femmes disent, là, j'ai 40 ans de mariage, il y a mes 13 ans dans tes 40 ans. Et tout en maintenant l'équilibre dans le respect, et voilà. Donc, ma cousine, elle rencontre un monsieur, ce monsieur très, très riche. Ce monsieur, on le suspectait déjà d'être dans des pratiques pas catholiques. Mais bon, ma cousine, je ne peux pas lui en vouloir. C'est un monsieur qui la mettait vraiment en haut. Le monsieur la logeait à Bonapriso. Pour ceux qui savent, à l'époque, moi, j'habitais quelque part là-bas à Bonamoussadi. Voilà, elle, le monsieur l'avait logée à Bonapriso. Donc, c'est 2 poids, 2 mesures. Donc, mais on se fréquentait, on se voyait régulièrement et tout. On avait le même âge. Donc, ce qui se passe, on allait à l'école toutes les deux, hein, mais à des écoles bien différentes. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que ma cousine, quelques temps après, je la voyais qui se refermait et un jour, on était chez elle, on passait l'après-midi à faire de la pâtisserie et elle se retourne vers moi, elle me dit Marcel, j'ai quelque chose à t'avouer. Je lui dis, vas-y, dis-moi. Elle me dit, comment tu fais si tu as tes madras pendant 1 an? Je dis, mais attends, si moi j'ai mes madras plus qu'une semaine, je commence à paniquer. Et toi, tu dis qu'elle me dit, ça fait plus d'1 an que je suis en madras tous les jours. Tous les jours, je lui dis Sandra. Bien entendu, c'est des noms d'emprunt, hein, des prénoms d'emprunt. Je lui dis Sandra, comment est-ce possible que tu sois en madras tous les jours depuis plus d'1 an? Elle me dit, c'est comme ça, je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc, et je lui dis, et ton gars te dit quoi? Elle me dit, lui, il dit rien, au contraire, on a des rapports normalement pendant les menstrues et tout, ça ne le dérange pas. J'ai dit, hey. Donc, je lui dis, est-ce que tu as déjà parlé de ça à ta mère? Elle me dit non. Je lui dis, il faut que tu en parles à ta mère. Elle me dit, non, il ne faut surtout pas lui dire parce que je ne voudrais pas l'inquiéter, je ne veux pas qu'elle prenne peur. 1 semaine passe. 2 semaines, je lui dis, tu as dit à ta mère? Elle me dit non. Je dis, bon, ok. Dans mon papatoya, parce que le commérage, oui, les histoires qui ne me regardent pas, je m'en mêle. Donc, j'habitais Bounamoussadi, sa mère habitait Bounamoussadi. Je vais chez sa mère, je dis à sa mère, écoute, on a un souci. Tata, on a un souci. Elle me dit quoi? Je lui dis, écoute, voilà, Sandra, elle est en menstru depuis plus d'1 an. Sa mère dit, c'est pas possible. Je dis, ah oui, elle est en menstru depuis plus d'1 an. Donc, sa mère commence à se battre parce que c'était une maman qui vraiment se bagarrait pour ses enfants. Et c'est comme ça que sa mère va quelque part. On lui indique un monsieur qui soignait sur la route de Lolodorf, entre Lolodorf et Kribi, quelque part là-bas. Elle va là-bas, le monsieur lui dit, moi, je ne peux pas vous donner le traitement sans votre fille. Et ma tante, elle revient sur Douala, elle arrive à convaincre sa fille de l'accompagner là-bas. Sa fille l'a accompagnée chez le tradit praticien. On lui a dit que son homme avec qui elle est, il a des esprits et ces esprits se nourrissent du sang. Donc, c'est pour ça qu'elle est en menstru et tout le temps. Il fallait la soigner. On a commencé le traitement de cette dernière. Lorsque le traitement est fini, le monsieur a coupé net la relation. Je dis net. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Il ne voulait plus rien savoir de ma cousine. Rien. Mais ce pourquoi on disait que ce monsieur avait des pratiques mystiques, c'est que ce monsieur, pendant
des années, il était président d'un club de foot dans son village, machin. Il aimait être dans les activités où il y a les jeunes, machin. Les jeunes sont partis d'un village pour un autre pour aller jouer un match de foot. Bim, accident de circulation, 3 jeunes sont décédés. Il entraînait une chorale religieuse, machin et tout. La chorale va faire un concert dans un village. Bim, accident de circulation. Deux choristes sont décédés. Son épouse, à lui, a eu un accident de circulation à quelque part sur la route de Douala avec le chauffeur et 3 enfants dans la voiture. Le chauffeur est décédé. 2 de ses enfants sont décédés dans cet accident. Son épouse, elle est sortie de là de justesse. Bref. Donc, l'histoire avec le monsieur, elle se termine. Ma cousine, elle revient vivre chez sa maman. Elle vit chez sa maman, on se fréquente, j'habite à Bonamoussadi, elle habite à Bonamoussadi, on continue de se voir sous les immeubles, les bâtiments de Bonamoussadi, là où il y a les petits endroits où les gens se rencontrent. La Pim, elle rencontre un beau jeune homme qui habite les bâtiments là. Le gars est beau, frais et tout. Ils se mettent ensemble. Finalement, c'est le mariage. Le mariage, le gars, il a Brice, il avait des sous, voilà. Et ce gars, on discute, lui aussi connaissait le monsieur avec qui moi j'étais. Donc, on se connaissait, on se retrouvait souvent, on sortait, on allait dans les gargotes et machin et tout. Et un jour, on est à Bali, dans une gargote, on papote et le monsieur, le mari de ma cousine, il me regarde, il me dit, il faut que ta soeur me fasse vite mes enfants. Je lui dis, mais attends, pourquoi elle te fait vite? Il dit, non, parce qu'on vous connaît, vous les femmes, elle peut décider du jour au lendemain de me planter là, de partir en Europe, au moins j'ai déjà mes enfants. Je lui dis, mais attends, est-ce que tu l'as épousée pour qu'elle parte? Tu l'as épousée. Je tenais à vous rappeler que quand ma cousine... avant ça, le gars, il nous dit, dans la discussion avec ma cousine et tout le monde, il dit, la pauvreté, moi, je ne veux plus en entendre parler, seulement quand j'ai été jeune. Bon, on s'est dit, il a un bon travail, donc normal que tout le monde aspire à être financièrement stable. Personne ne veut retourner d'où on vient, mais on sait d'où on vient. Donc, je me dis, ok, c'est bon. Quand il parle de l'histoire que ma cousine lui fasse vite ses enfants, je lui dis, mais moi, je ne comprends pas. Il n'y a pas de corrélation entre elle va te quitter et faire des enfants. Je ne vois pas. Ma cousine, quand elle a accouché leur premier enfant, il lui a offert une voiture. Quand elle a accouché du deuxième, il lui a offert une autre voiture. Quand elle a accouché du troisième enfant, il lui a offert une voiture rouge, une Toyota Celica rouge. Donc, voilà. Et ma cousine, elle était dans son mariage, la petite, elle avait déjà pratiquement 1 an. Et on s'est rendu compte qu'elle habitait pas très loin de sa mère, mais elle coupait les ponts, elle ne voulait pas que les gens aillent chez elle. Quand on venait chez elle, elle disait au gardien de ne pas ouvrir, machin. Bref, elle s'isolait un peu. Et son mari ne lui permettait pas d'avoir de l'argent, des espèces. Ça veut dire que ma cousine allait dans un prêt-à-porter. Les prêt-à-porter que son mari fréquentait, elle prenait tout ce qu'elle voulait. Elle le ressortait, son mari venait régler la note après. Vous imaginez un peu à l'époque les filles qui s'habillaient dans les grands magasins, les filles qui... Bref, elle était véhiculée et tout. Donc, après ça, ma cousine, on se retrouve un jour, on est en train de bavarder. Elle me dit, Marcel, j'ai dit oui. Elle me dit, je vais te confier quelque chose. J'ai dit oui, vas-y, dis-moi. Elle me dit, tu sais que ma maison me fait peur. J'ai dit, qu'est-ce qui te fait peur chez toi?
Mais dis-moi, tu as une grande maison, une belle maison et tout, que ton mari et toi avez construit. La maison a été construite selon comment toi tu voulais le plan. Comment ta maison te fait peur? Elle me dit des fois, je me mets sur la véranda, j'attrape le mur parce que j'ai l'impression que les murs de ma maison bougent. Des fois, j'ai l'impression que les murs se rétrécissent, des fois que la maison se referme sur moi et des fois, j'ai l'impression que ça s'agrandit. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les auditeurs de DMG, vous avez souvent vu Alice au pays des merveilles, là où les choses rapetissent et les choses s'agrandissent. Je lui dis, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, est-ce que tu sais en plus que mon mari, il a une chambre dans la maison où moi, ni les enfants, ni les domestiques, personne n'a le droit d'entrer dans cette chambre. J'ai dit, mais ça, moi, je ne savais pas. Elle dit, oui, mais c'est des histoires de couple, je ne pouvais pas en parler aux gens, mais là, maintenant, je vis des trucs bizarres. C'est pour ça que j'en parle. Chez moi, je me sens bizarre. Des fois, j'entends des voix, j'entends des gens qui parlent, je ne sais pas. Bon, on laisse passer. Je dis, tu en parlais à ta mère? Elle dit non. Je dis, ok, on laisse passer. Et de temps en temps, on se retrouvait parce qu'on a une petite association familiale où on se retrouve une fois par mois et tout. Mais à chaque fois qu'elle venait à l'association et à la réunion, elle était un peu comme exclue. Elle s'asseyait comme si elle ne voulait pas interagir avec les gens et tout. Mais bon, comme on a grandi ensemble, elle et moi, donc c'était, on se taquinait, on se disait des choses, mais c'était vraiment un petit peu crispé, un petit peu renfermé. Et l'autre fois, on se retrouve à la réunion. Elle me dit, est-ce que tu sais ce que mon bébé dit maintenant? Parce que sa fille était déjà dans les 2 ans, donc l'enfant commençait à parler et tout. La petite dernière. La petite dit qu'il y a un cercueil dans la chambre de son père, la chambre où personne n'a le droit d'y aller, et qu'elle aimerait mettre sa poupée dans ce cercueil-là. Je dis, mais comment est-ce possible? Elle dit, je ne sais pas, mais bon, ça doit être des paroles d'enfant. DMG. On continue. Après, un jour, elle m'appelle. Elle envoie quelqu'un me chercher. Je viens chez elle. J'arrive, elle me dit, j'aimerais te parler. Je dis, oui, vas-y. Elle me dit, non, on ne va pas parler ici. Et là, on part de chez eux. On va vers le marché de Bonamoussadi. Il y avait un petit endroit où les gens pouvaient s'asseoir là-bas. On est entré, on s'est assis. Elle me dit, j'ai fait un drôle de rêve il y a 2 nuits. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'ai rêvé que j'étais comme... vous voyez un peu comme lorsque les gens sont en train de parler dans une pièce et que vous passez par la fenêtre, les maisons du village, hein, vous passez par la fenêtre, vous entendez distinctement ce dont les gens sont en train de parler. Et elle dit, il y avait son mari, sa belle-mère, sa belle-sœur et son beau-père. Et elle s'est arrêtée pour écouter. Ils étaient en train de parler d'elle comme d'une marchandise, comme d'un sacrifice, comme d'un truc. Et chacun allait de son opinion. Sa belle-sœur disait que oui, elle est d'accord, mais il faudrait que lorsque ça se passe, qu'elle ne soit pas avec les enfants. Et sa belle-mère disait que oui, ça a trop duré, ils ont trop attendu. Et seul son beau-père prenait son parti. Son beau-père disait que je ne fais pas partie du complot. Quand vous allez faire ça, je ne fais pas partie du complot parce que c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Je lui dis, et qu'est-ce que tu penses? Elle dit, je ne sais pas. J'ai dit, est-ce que tu ne penses pas qu'à l'époque, on n'avait pas encore les églises d'éveil, les machins et tout? On avait juste un pasteur qui était là-bas dans le sud du Cameroun, mais on ne pouvait pas y aller parce que son mari ne lui permettait pas d'avoir de l'argent. Donc, ça se passe. Je vais voir sa mère. Je parle avec sa mère. Sa mère me dit, elle ne sait pas comment faire pour sauver son enfant. Elle ne sait pas parce que son enfant l'a fui. Sa fille, Sandra, fuyait sa maman. Sa mère ne savait pas comment
l'accaparer pour la mener et pour la mener là où on pouvait la soigner. Donc sa mère s'est levée, sa mère est repartie du côté de Kribi. Quand sa mère est revenue de là, on a dit à sa mère qu'il n'y avait plus rien à faire parce que son mari était rentré dans des trucs et dans des loges et que dans ces loges-là, on sacrifie la première épouse. Et son mari l'a déjà sacrifiée. Ça va se passer, mais ça ne va pas se passer tout de suite. Donc, et comme ma cousine avait appris que il fallait que quand ça arrive, qu'elle ne soit pas avec les enfants, elle s'attelait à chaque fois qu'elle sortait ou elle allait quelque part, elle avait ses enfants dans la voiture. Cette année-là se passe complètement. Le 1er janvier de l'année d'après, ses amis viennent lui rendre visite pour les festivités du Nouvel An et tout. Elle reste avec ses copines. Au moment où ses copines décident de partir, elle va accompagner ses copines en laissant les enfants à la maison. Ils avaient construit au bord de la route, ça veut dire tu sortais de sa barrière, tu étais direct, comme la plupart des maisons à Bonamoussadi et tout ça là. Donc, elle démarre la voiture dans la barrière, le gardien ouvre le portail, elle sort de la barrière, elle fait à peine 50 mètres. Elle voit une voiture qui vient en face, qui zigzague sur la chaussée. Le monsieur avait une Mitsubishi Pajero. Elle zigzaguait sur la route. Elle dit à ses copines, c'est dangereux ce que ce monsieur fait. Je vais me mettre sur le bord de la route parce qu'il peut venir comme ça, venir m'abîmer la voiture. Elle se met sur le bord de la route. Son mari n'est pas à la maison. Elle se met sur le bord de la route. À peine elle s'est garée que boum, la voiture, elle est venue la cogner là. Elle était stationnée, l'autre voiture est venue rentrer dans elle. Le choc était violent, le pare-brise s'est cassé. Donc sa copine qui était assise à côté d'elle, parce qu'il y avait une copine assise devant, l'autre derrière, sa copine qui était assise à côté d'elle a eu des éclats de verre sur le visage et tout sur le corps. Donc on appelle les gens, les voisins sortent, on prend la copine, on met dans la voiture, on démarre, on arrive à l'hôpital pour essayer de commencer à faire des pansements sur les blessures et tout. Ma cousine est sortie de la voiture, elle n'avait rien. Elle a regardé la voiture et dit, regarde comment ce monsieur vient me froisser la voiture. Elle monte dans la voiture pour accompagner sa copine à l'hôpital. Elle prévient sa mère. Elle prévient sa mère m'appelle parce que j'habitais à Bonamoussadi. Donc, je démarre, je sors de chez moi, je prends le taxi, on vient, on arrive à l'hôpital. Ma cousine, elle est assise. Elle dit, elle attend que sa copine qui s'est blessée, parce que celle de derrière, elle n'a rien eu. Ma cousine, elle n'avait rien. Donc, celle qui a eu des blessures, elle attend qu'on finisse les pansements. Ma cousine est assise à côté de moi, DMG. On est là, on attend. Vous savez comment ça se passe dans les hôpitaux, ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Et là, je me rends compte qu'elle a appelé son mari. Et là, je me rends compte qu'il y a de l'eau qui coule par terre. Je regarde, je dis, mais Sandra, tu es en train de faire pipi sur toi. Est-ce que tu sens que tu fais pipi? Elle dit non, je ne sens rien. Là, je me lève, je dis à sa mère, Sandra est en train de faire pipi et elle ne sent pas. Donc, on appelle le médecin. Le médecin arrive. On la prend. Le médecin dit, il y a sûrement quelque chose, on ne sait pas ce qui se passe. On la met sur le brancard pour la mener dans une chambre, dans le truc pour l'ausculter. Pendant qu'elle est sur le brancard, elle se met à faire pipi, mais c'était du sang. Le médecin dit, c'est sûr, elle a fait une hémorragie interne, c'est pour ça qu'au départ, il n'y avait rien. Donc, on l'amène, il faut l'opérer. Il faut prévenir son mari. Le médecin prend son téléphone, il appelle mon beau-frère.
voilà, on est à l'hôpital, votre épouse vous a appelé qu'elle a eu un accident, qu'elle n'avait rien. Mais non, c'est pas vrai, elle a eu une hémorragie interne. On va rentrer avec elle au bloc, si vous pouvez venir. Mon beau-frère dit, oui, je suis en train d'aller à la maison, j'arrive. Je vais vous dire que pour aller à la maison, quand vous venez de la ville, pour aller à Bonamoussadi, vous passez devant cet hôpital-là. Donc, mon beau-frère, il passe d'abord, il va chez lui. On attend, il n'arrive pas. Le médecin sort, une infirmière sort, elle vient nous dire, écoutez, on a un souci, c'est que elle perd beaucoup de sang, il faut lui faire une transfusion sanguine et on n'a pas le sang ici, il faut aller chercher le sang à la banque de sang à l'hôpital général. On appelle mon beau-frère pour dire, voilà, le médecin le rappelle pour lui dire, voilà, votre femme, elle a besoin de sang et nous, on n'a pas assez de sang, il faut aller à la banque du sang pour ramener du sang pour votre femme. Il dit oui, je suis à la maison, j'arrive. DMG, ma cousine est décédée à 3 heures du matin. L'accident s'est passé, il était 17 heures. Jusqu'à 3 heures du matin, son mari n'est pas arrivé à l'hôpital. Il n'est jamais arrivé. Il était toujours en train de... Je ne sais pas s'il était en train de chercher le sang ou ça s'est passé comment, personne ne sait. On sait tout simplement qu'à chaque fois qu'on l'appelait, il disait qu'il est à la maison, il arrive. Ma cousine est décédée. Il était 3 heures du matin. Quand elle est décédée, il a demandé qu'on mette le corps à la morgue de l'hôpital général. On a mis le corps à la morgue de l'hôpital général. Quand le corps est sorti de la morgue, on a fait les obsèques de ma cousine dehors. Déjà dans la maison, toutes les photos, vous savez, quand un couple est dans la maison, les photos, machin et tout. La famille de mon beau-frère, ils avaient déjà enlevé toutes les photos de ma cousine dans la maison. Pourquoi? Parce qu'elle est morte de suite d'accident de circulation. On ne devrait plus avoir ces photos dans la maison. Donc, ces photos étaient dehors. On a mis des tentes dehors. C'est là où on a exposé son corps. On a pris le corps. On est allé l'enterrer dans le village de son mari sans plus jamais rentrer chez elle. C'est comme ça que ma cousine est partie. Cadeau. Je dis cadeau parce que sa mère, moi, je crois à la tradition. Moi, j'avais dit à sa mère qu'il fallait gâter le corps. Mais on va gâter le corps comment? Et je pense aussi que le fait qu'elle avait déjà vécu avec ce premier monsieur qui pratiquait, quand son mari pratiquait, je pense que ça ne lui faisait plus peur parce que peut-être qu'elle était déjà habituée à ce genre de choses. Peut-être, on ne sait pas. Elle est décédée comme ça, elle a laissé trois petites filles. Et son mari, il n'a même pas fait 5 mois. Hein. Il s'est remarié. Hein. Il n'a même pas fait 5 mois. Et j'aime autant vous dire que le monsieur avec lequel je vivais, qui le connaissait bien, ils se connaissaient. Vous savez, les cadres, les jeunes cadres, machin, ils se connaissent. Et il me disait que même si lui ne croit pas dans ces histoires de mysticisme, de loge, de machin, il a trouvé le comportement de son pote bizarre jusqu'au décès de sa femme. Et après le décès, il a trouvé ça bizarre. Tout le monde a trouvé ça bizarre. Mais c'est comme ça que ma cousine a été vendue pour cadeau. Et le gars il a déménagé de cette maison, il a construit un château. Chez lui au village, c'est comme une ville, hein, pratiquement. Voilà l'histoire de ma cousine. Likez, partagez et les filles, faisons très attention parce que les hommes qu'on fréquente, les hommes qu'on aime, on ne sait pas forcément l'intérieur. C'est les mystères de Dieu. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG. Bonjour la famille DMG. Je vous salue depuis votre position. Je bénis vraiment le Seigneur pour cette chaîne. Il est bon vraiment d'écouter, de s'informer, de s'instruire sur cette chaîne. Vraiment que Dieu te bénisse et que Dieu fasse progresser encore
cette chaîne-là pour que des milliers de personnes soient sensibilisées par rapport à la vie que nous menons. Et ce matin, j'ai une histoire. Cette histoire-là, c'est l'histoire que mon cousin m'a racontée. Un frère qui m'a raconté. Il dit que une fois qu'il se baladait à la plage. Il se baladait au bord de la mer. Et il est tombé sur le corps d'une femme blanche. Tombé sur le corps d'une femme blanche, que la femme blanche était couchée sur le sable. Et il dit, au début quand il a vu le corps, il a eu peur. Il dit, il a eu peur, il s'est approché, il a touché, elle ne respirait pas. Il regarde autour de lui, il ne voit personne. Il ne sait pas si la dame s'est fait agresser sur la plage là-bas. Les gens, ceux qui l'ont agressé, ont abandonné son corps. Ou bien elle a piqué une crise. Ou bien, en tout cas, il s'est posé 1001 questions sans réponse. Et donc, il dit qu'il a pris son téléphone et il a appelé les secours. Il a appelé les sapeurs-pompiers. Maintenant, il dit, avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent, il a remarqué que la femme blanche, elle portait une alliance au doigt. Et l'alliance était en or. Et donc, qu'est-ce que lui va faire? Il a retiré la bague. Il a retiré la bague du doigt du cadavre qu'il a mis dans sa poche. Et donc, que les sapeurs-pompiers sont venus, ils ont pris le corps, ils sont partis. Et lui aussi, il est rentré chez lui. Et il a vendu la bague. Puisque c'était une belle bague en or. Donc il dit, il a bradé la bague. Et il est rentré chez lui. Et maintenant, voilà maintenant la nuit qui dort. Il voit la femme blanche dans son rêve qui réclame sa bague. Il voit la femme blanche dans son rêve qui lui tend le doigt sur lequel la bague était. Qu'elle veut sa bague. Il dit, c'est quoi ça? Il s'est réveillé. C'est-à-dire, il ne pouvait plus dormir. À peine il ferme les yeux, souvent mais il n'est même pas profondément endormi, il voit la femme blanche qui lui tend son annulaire. Elle veut sa bague. Il dit, il était traumatisé. Il était traumatisé, il était troublé. Il ne savait plus quoi faire. Il était troublé. Il dit, la femme blanche a hanté son sommeil pendant des jours. Il dit, même la journée, il dort, il la voit. Il ne pouvait plus dormir, il avait peur de fermer les yeux. Et il a commencé à maigrir. Quand il parlait seul, il ne sait pas quoi faire. En temps, là où il a vendu la bague, là, il s'est retourné là-bas. Ce dernier dit qu'il a fondu la bague là pour faire une autre bague. Le bijoutier, parce qu'il a vendu ça, il dit qu'il a vendu ça à un bijoutier sénégalais. Et donc, quand le bijoutier dit qu'il a déjà fondu, puisque c'était de l'or pur, donc il a fondu la bague pour faire une autre bague. Donc, il ne pouvait plus récupérer la bague. Il était coincé. Il tournait. Finalement, il était obligé d'expliquer à ses parents que voilà le problème que j'ai. Il était troublé. Et donc, c'est là que ses parents l'ont pris pour l'envoyer à l'église. Prière sur prière. Jusqu'à ce qu'il soit libéré de ce fantôme-là. Sinon, il dit qu'il était troublé, il était traumatisé. Donc, vraiment, je veux dire à tout un chacun que c'est pas bon
de prendre ce qui ne nous appartient pas. C'est pas bon de prendre ce qui ne nous appartient pas. Sinon, mon cousin a failli devenir fou à cause de cette histoire de bague là. Il a failli devenir fou. Parce qu'il voyait la femme blanche partout. Quand il courait dans la rue même, quand il la voit, il court. Et il était le seul à la voir. Vous voyez? Donc, mes chers amis, c'est pas bon de prendre ce qui ne nous appartient pas. Donc, c'était là mon histoire. Et bonne écoute à vous. Et à très bientôt pour d'autres histoires. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMJ. Ça fait longtemps que je vous suis, mais j'avais pas vraiment l'occasion de raconter mon histoire. En fait, l'histoire s'est passée en 2013. J'étais quitté de la ville pour le mariage d'une de mes cousines, là-bas au niveau de Fumban. C'est mon village. Donc, une fois arrivé sur place, bon, vu que l'eau dans ce village, bon, à l'époque, il y avait une source d'eau là, bon, qui reliait un peu deux quartiers, qui était au milieu du quartier, un peu derrière le cimetière. Ceux qui sont de Fumban le reconnaîtront, donc, au niveau de entre Manka et Fontaine. Bon, il y a une source d'eau là, au milieu. Et il y a le cimetière, bon, autour, aux alentours, comme ça, c'est une petite forêt, je dirais bien. Puis il n'y a personne qui vit, il n'y a pas de vie. Bon, et l'eau, bon, en fait, il y avait du monde. Déjà que tu peux pas aller puiser, subir tout d'un coup comme ça. Bon, pour aller, il fallait qu'il y ait un rang. Il y avait des fois, tu partais le matin pour entrer dans les environs de 18h, 17h, minimum 16h. Pourtant, tu es allé le matin. Il y avait des fois, on partait, on déposait les seaux, puis on allait même jouer au football pour ensuite revenir plus tard quand on aurait terminé, pour venir puiser l'eau. À ce moment-là, ça sera notre tour, quoi. Et puis, bon, là, on a trouvé une solution. Bon, on se demandait pourquoi les gens ne venaient pas puiser la nuit. Pourtant, on ne fermait pas l'eau. On se demandait pourquoi les gens ne venaient pas puiser la nuit. Et ce jour-là, il y avait mariage de ma cousine. Bon, le lendemain, il devait y avoir mariage. On avait besoin d'eau. Bon, nous étions au nombre de, je pense, de 10 personnes. 10 personnes, entre cousins et cousines, bon, même génération, avec les grandes sœurs et tout. On a décidé d'aller à l'eau à 1h du matin. Voilà qu'à 1h, on réveille tout le monde. Nous avons pris les seaux, les bidons pour aller puiser de l'eau. On descend, on traverse bien le cimetière. Bon, comme on était nombreux, personne n'avait peur, quoi. Vu que derrière le cimetière, il y a un terrain de foot là. Bon, avant, à l'époque, il n'y avait pas le lycée qu'on a construit, le lycée catholique là. Le collège catholique là, il n'y avait pas encore. Il y avait qu'un terrain de foot là. Après, quand tu traverses le cimetière, un terrain de foot, on traverse le cimetière, on traverse le terrain de foot, on descend. En descendant, on commence à puiser l'eau. Et je rappelle, derrière nous, quand on puisait l'eau, il y avait deux mamans qui lavaient les habits. On ne voyait pas leur visage. Je vous assure, c'est ça qui a d'abord attiré notre attention. Et vu qu'on était petits, on ne connaissait pas trop ces histoires. Et vu qu'on n'avait pas un peu grandi dans la... Bon, personnellement, moi, j'avais grandi à Douala, dans une grande ville. Bon, moi, je ne connaissais pas vraiment trop ça. Mais j'avais trouvé ça bizarre. Tu les parlais, elles ne répondaient pas. Et elle ne s'arrêtait pas. Elle n'arrêtait pas de laver les habits. Elle lavait les habits, elle lavait les habits, elle lavait les habits. Et côte à côte, hein, et personne ne parlait à l'autre. Elle lavait les habits, et tu ne voyais pas le visage. Un peu comme si on avait pris leur foulard, couvert le visage et tout là. Un peu comme si leurs cheveux là couvraient le visage. Et c'était même pas des femmes, c'était pas des femmes bamoun, parce que des femmes bamoun ont leur style de vêtements là. On sait que non. Généralement, les femmes sont toujours en pain, surtout les mamans, toujours en pain, les cabas et tout, les têtes couvertes et tout, même les chrétiens couvraient leur tête, tu vois. Et là, c'était des mamans, mais c'était des mamans, mais leur habillement, c'était pas trop, ouais. Je me suis dit que peut-être que ce sont des gens qui ont loué là et tout. Bon, elles s'étaient habillées un peu, bon, avec des robes, quoi. Leur tête n'était pas, il y avait que leurs cheveux qui couvraient leur visage. Les longs cheveux, moi, j'avais jamais vu ça. Bon, nous, bon, nos grandes sœurs étaient déjà, bon,
ça les avait déjà attirés parce que tu sais que des choses comme ça, les grandes gens qui ont grandi, bon, ça les avait déjà attirés. Tu vois comment ils sont à l'écart. Bon, nous sommes entrés dans l'eau, puis j'ai été derrière nous. Bon, moi, je m'inquiétais pas, je savais pas de quoi, je savais pas ce qui se passait. On finit de puiser l'eau. En rentrant DMG, on est passé, on n'a vu personne. En rentrant, dès qu'on fait quelques marches, je pense à 25 mètres comme ça. Donc dès qu'on fait 25 mètres en rentrant, on voit un papa. Je sais pas si on voit un être humain assis sur un gros caillou, avec la chicotte à main, une longue chicotte DMG. Et assis sur un gros caillou avec une longue chicotte, avec un chapeau, non? Un long chapeau. Tu vois, avec les chapeaux, mon coin est là. Le truc que les gens de la loge, là, les chapeaux là, avec un chapeau comme ça, avec la veste. Et puis ses yeux, son visage, bon, on ne voyait pas trop. Son visage était blanc. Et ses yeux aussi étaient blancs dedans. Il était figé sur place. Bon, merde. On a couru DMG, on a couru. Bon, tout le monde, bon, chacun est parti de son côté. Moi, en courant maintenant, je suis allé tomber dans une. Je sais pas si c'est une fosse. Tu connais les gens de rigole que. Bon, je sais pas, les gens de rigole qu'on n'a pas mis là, qu'on n'a pas cimenté et tout là. Genre, quand l'eau passe exagérément là, ça devient peut-être un gros trou et tout. Ouais, je suis allé tomber là-bas. Tout le monde a fui me laisser. Et puis, je vois le père là qui vient. Dès qu'il vient, il se place là en haut. Je suis en train de crier exagérément, je crie de partout. Il se place là en haut, il me voit, il me regarde comme ça. Il n'avait pas les yeux, tous les yeux, la partie des yeux, il était tout blanc. Il se place comme ça, il me regarde dedans. Et puis, je m'évanouis. Dès que je me réveille maintenant, je suis à la maison avec les parents, mais on me demande ce qui s'est passé et tout. Bon, moi j'étais étonné. Depuis ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.